Bonjour, ceci est la leçon 14 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Avant d'aborder le sujet principal de cette leçon, je dois faire une ou deux mises au point à propos de choses que j'ai dites dans la leçon 13. Je vous ai parlé d'un article d'un journaliste égyptien, Heikal, expliquant pourquoi une attaque israélienne est inévitable. Cet article que j'avais lu il y a très longtemps, je l'ai relu après avoir enregistré mon exposé et je dois faire une ou deux rectifications à propos de ce que je vous ai dit dans la leçon précédente. D'abord, cet article n'a pas été publié 3 jours avant la guerre, comme je vous l'ai dit, mais 10 jours. Il est dans le journal Al-Ahram du 26 mai 1967. Ensuite, son argument n'est pas que la mobilisation israélienne ne peut pas être maintenue indéfiniment et que donc les Israéliens doivent attaquer. Son argument, c'est que Israël doit attaquer pour conserver la crédibilité de sa puissance militaire face aux pays arabes et ne peut pas accepter sans réagir la fermeture du détroit de Tiran. Pas que si les Israéliens acceptaient ça sans réagir, ça affaiblirait à très long terme leur capacité à tenir en respect leurs adversaires arabes. Alors je crois que cet argument, il est juste, et l'argument que j'ai utilisé, que de la mobilisation qui ne peut pas être maintenue indéfiniment, cet argument, il est juste aussi, mais c'est mon argument et non pas l'argument de Heikal. Et ma mémoire a prêté à Heikal un argument qui n'était pas le sien. La conclusion de son article qu'Israël va attaquer et que les Égyptiens doivent se préparer à résister et à riposter, ça je l'ai présenté à peu près fidèlement et je pense que c'est l'argument qui permet de soutenir que les dirigeants, Nasser lui-même et les dirigeants militaires israéliens n'auraient pas dû être surpris par ce qui leur est arrivé le 5 juin. Je cite la dernière ligne de l'article. L'article, je l'ai lu en anglais, donc c'est déjà une traduction, et je l'ai moi-même traduit en français. Je vous cite cette dernière ligne. « Laissons Israël commencer le combat. Tenons notre riposte prête, qu'elle soit un knock-out. » On voit bien là la confiance que le journaliste confident de Nasser, ami personnel de Nasser, avait 10 jours avant la guerre sur la façon dont cette guerre pouvait se dérouler. Je dois faire un autre complément d'information, précision supplémentaire à propos de ce que je vous ai dit dans la leçon précédente. Je vous ai dit que la supériorité de l'armée israélienne ne s'explique pas par le fait qu'ils ont plus de matériel ou un meilleur matériel que leurs adversaires, mais par le fait qu'ils ont plus de soldats compétents. Je vous ai dit, c'est le nombre des hommes compétents qui est l'explication principale de la réussite militaire des Israéliens en 1967. Je dois expliquer ça un petit peu mieux. Israël a une armée qui est fondée sur un système de service militaire universel. Tous les jeunes hommes, sauf les Arabes et les étudiants en théologie juive, doivent faire un service militaire qui est très long, qui dure 2 ans, quelque chose comme ça au moins, quand ils atteignent les approches de la vingtaine, pas quand ils deviennent des adultes. Et les jeunes femmes, sauf les Arabes là aussi, et sauf les jeunes femmes juives pratiquantes, elles aussi doivent faire un service militaire. Ensuite, quand le service militaire est terminé, les hommes font plusieurs semaines par an de retour dans l'armée. Ils sont dans la réserve et les réservistes, on les instruit, on les réunit régulièrement. Les hommes doivent passer plusieurs semaines tous les ans dans l'armée pour
être à jour dans leur information technique ou dans leur préparation au combat. Et donc, quand on mobilise l'armée, on mobilise des soldats qui sont des civils, mais qui sont des soldats tout à fait compétents, pas, dont le niveau de préparation au combat a été maintenu, et on quadruple, un peu plus que quadruplé, multiplié par 4 ou par 5, les effectifs de l'armée qui atteignent 300 000 hommes. Ce qui, dans un pays de 3 millions d'habitants, est un chiffre de mobilisation absolument extraordinaire. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, pas si le Canada d'aujourd'hui avait ce type d'organisation militaire, ça voudrait dire que l'armée canadienne entièrement mobilisée serait plus nombreuse que l'armée des États-Unis. Il y a un niveau de mobilisation là qui est énorme. Et cette méthode de formation des soldats et de mobilisation de l'armée est ce qui explique le grand nombre des hommes compétents dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, quand un jeune homme arrive à l'âge du service militaire, on lui administre toute une série de tests pour savoir qu'est-ce qu'on peut lui faire faire. Est-ce qu'on va le mettre dans les parachutistes? Est-ce qu'on va le mettre dans l'artillerie? Est-ce qu'on va le mettre dans la marine? Ou est-ce qu'on va lui proposer de devenir pilote d'avion? S'il a les aptitudes physiques et le niveau d'instruction pour devenir pilote de combat, on le lui dit, et il a la possibilité de choisir ou pas cette orientation-là dans l'armée, et donc de faire une formation de pilote. Presque toujours, il est ravi de faire ça parce que les pilotes de l'armée israélienne sont les jeunes gens qui ont le plus de prestige dans la société. C'est ce qu'on peut faire de mieux pendant son service militaire. J'ai parlé à l'époque, non pas avec des pilotes d'avion, mais avec des filles en Israël qui m'ont expliqué, qui m'ont dit à quel point elles étaient admiratives des jeunes hommes qui pilotaient les avions dans l'armée israélienne. Donc, l'aviation, elle a beaucoup de candidats pour devenir pilote. Elle peut leur faire une formation très exigeante et très sélective. Tous ceux à qui on propose de devenir pilote d'avion ne le deviennent pas. Il y a tous ceux à qui on explique en cours de route qu'il vaut mieux qu'ils fassent autre chose parce qu'ils ne sont pas vraiment au niveau. Et même après tout ce processus de sélection, on continue à avoir 3 pilotes par avion. On continue à avoir abondance de pilotes par rapport au matériel. Alors, en Égypte, c'est très différent. L'Égypte est 15 fois plus peuplée qu'Israël à ce moment-là. La population est plus pauvre et moins instruite. Donc, la proportion de jeunes Égyptiens qui ont le niveau physique et intellectuel ou mental, niveau d'instruction pour pouvoir devenir pilote d'avion, ils sont en proportion de la population moins nombreux en Égypte qu'en Israël. Mais en nombre total, ils sont plus nombreux qu'en Israël. Le problème, c'est que la plupart d'entre eux ne deviendront jamais pilotes d'avion. Ça ne les intéresse pas du tout. Ils veulent faire autre chose dans la vie. Le système de recrutement de l'armée égyptienne et la place de l'Égypte, de l'armée dans la population égyptienne, ça ne fonctionne pas du tout comme en Israël. Donc, la plupart des jeunes Égyptiens qui auraient été capables de devenir des bons pilotes d'avion à réaction, ils ne deviennent jamais pilotes. Ils font autre chose dans la vie. Et l'armée, l'aviation égyptienne, elle a peu de candidats pour devenir pilote. Elle les forme, elle les sélectionne, mais elle ne peut pas les sélectionner de façon aussi sévère que dans l'aviation israélienne, parce qu'elle finit toujours par manquer de pilotes. Elle est obligée de garder ceux qui sont assez convenables, mais pas excellents, parce qu'on en manque. Donc, pour comprendre pourquoi l'aviation israélienne a plus de pilotes, pourquoi ces pilotes sont presque toujours beaucoup mieux instruits, beaucoup mieux préparés que les pilotes de l'armée égyptienne ou des autres armées arabes. Et le raisonnement que je fais là sur les pilotes, on peut le faire pour les tankistes, on peut le faire pour les artilleurs, on peut le faire pour énormément d'autres gens
l'explication de la supériorité de l'armée israélienne sur les armées arabes en 1967. C'est cette explication-là. Ne vous laissez pas tenter par les explications de type moral. Il y a ceux qui sont plus courageux d'un côté, il y a ceux qui sont plus héroïques d'un côté, ceux qui sont plus motivés d'un côté. Oui, les Israéliens sont plus motivés. Ça n'explique pas qu'ils sont plus courageux sur le champ de bataille. Ça explique qu'ils acceptent la formation exigeante qu'on leur impose pour devenir des combattants. Et c'est ça l'explication. L'explication de l'efficacité de l'armée israélienne, elle est de type de la sociologie de l'armée et la sociologie des rapports entre l'armée et la population. En 1973, cette supériorité de compétences techniques, elle continue à exister entre l'armée israélienne et l'armée égyptienne, mais elle commence à se dégrader. Il est possible qu'elle se soit dégradée beaucoup depuis. Les Israéliens n'ont pas livré une vraie guerre contre une vraie armée depuis 1973. L'efficacité extraordinaire, remarquable, des généraux israéliens et de beaucoup d'officiers de l'armée israélienne de 1967 s'explique par le fait que ces hommes ont eu une expérience de combat en 1948. Un homme comme Rabin, le chef d'état-major de l'armée en 1967, il avait 25 ans. En 1948, il avait déjà un commandement important dans l'armée israélienne face aux Jordaniens lors de la bataille pour Jérusalem. Ensuite, il va faire des formations plus poussées dans des écoles militaires dans les pays occidentaux. Donc il acquiert une formation technique qui lui permet de maîtriser le matériel militaire assez avancé que possède l'armée israélienne dans les années 60. Mais cette instruction militaire, elle lui a été donnée alors qu'il a déjà une expérience du combat, qu'il peut comprendre beaucoup mieux comment ces nouvelles techniques peuvent être utilisées au combat. Ce mélange de l'expérience du combat et de la formation technique assez pointue, c'est le cas de Rabin, du chef d'état-major de l'armée, c'est le cas de beaucoup d'autres hommes qui encadrent l'armée israélienne de 1967. Ce n'est plus vrai du tout de l'armée israélienne d'aujourd'hui. L'armée israélienne d'aujourd'hui, elle a un matériel énorme, elle a un matériel plus perfectionné, plus abondant que celui de beaucoup d'armées des pays voisins et plus perfectionné que celui de n'importe quelle autre armée au Moyen-Orient grâce aux fournitures américaines après 1967. C'est une armée qui est en état de surabondance matérielle avec certainement encore beaucoup de très bons techniciens. Mais ces très bons techniciens, ils n'ont pas l'expérience de la vraie guerre. Le chef d'état-major de l'armée israélienne d'aujourd'hui, c'était un enfant en 1973. Aucun des officiers, des soldats de l'armée israélienne d'aujourd'hui n'a l'expérience de vrais combats. Attaquer Gaza pour combattre le Hamas ou même opérer au Liban contre le Hezbollah, ça n'a rien à voir avec ce qu'était la guerre de 1967 ou la guerre de 1973. Donc, le principal de la leçon d'aujourd'hui, qui est la nouvelle situation créée par la guerre de 1967. Alors, le point le plus évident, celui dont il faut partir, c'est l'occupation de certains territoires dans les pays voisins par l'armée israélienne. Alors, je vous montre une carte, et vous voyez sur cette carte à la fois le territoire d'Israël proprement dit, dans les lignes d'armistice déterminées en 1949, et avec des hachures, les territoires occupés dans la guerre de 1967. Donc vous avez toute la péninsule du Sinaï jusqu'au canal de Suez et jusqu'à la pointe extrême sud, désormais à Sharm el-Sheikh sur le détroit de Tiran. Il va y avoir un poste militaire israélien pour surveiller la liberté de navigation pour les bateaux à destination d'Eilat qui pénètrent dans le golfe d'Aqaba, ce qui était
pas le seul enjeu, mais peut-être l'enjeu principal, ce qui a été décisif dans le déclenchement de la guerre de 1967. Ensuite, vous avez Gaza, qui était occupé par l'Égypte sans faire partie du territoire égyptien, où il y a une population palestinienne nombreuse, composée pour plus de moitié de réfugiés de la guerre de 1948 ou de descendants, d'enfants, de petits-enfants des réfugiés de 1948. Vous avez la Cisjordanie, donc ce territoire qui a appartenu à la Jordanie entre 1949 et 1967 et qui est occupé jusqu'au Jourdain par les Israéliens, avec là aussi une population palestinienne nombreuse qui sont citoyens jordaniens, qui vont continuer à fonctionner selon les règles d'ailleurs légales jordaniennes pendant longtemps. Et il y a le Golan, le plateau syrien qui était à la frontière entre Israël et la Syrie, qui posait un problème militaire aux Israéliens parce que c'est en hauteur, pas au-dessus de la vallée du Jourdain, dans laquelle il y a des implantations civiles israéliennes. Donc les affrontements avec les Syriens, très fréquents, avant 1967, présentait ce problème pour les Israéliens, parce qu'il y avait des canons syriens, là, à une dizaine de kilomètres, qui tiraient sur les agglomérations israéliennes. Il fallait utiliser l'aviation pour aller les neutraliser. Désormais, les Israéliens occupent le Golan. Presque toute la population syrienne est partie du Golan au moment de la guerre, ils ne vont pas rester là. Un certain nombre de gens vont rester, principalement des Druzes, pas des gens appartenant à une secte religieuse particulière. Il y a des Druzes dans l'armée israélienne. Il y a une minorité druze en Israël. Les Druzes ont collectivement demandé à ce que les jeunes gens fassent le service militaire. Le service militaire en Israël, il n'est pas imposé aux Arabes, mais il est imposé aux Juifs, aux Druzes et aux Circassiens, qui sont une autre communauté très minoritaire qui est restée en Palestine après la création de l'État d'Israël. Et donc, il y a des Druzes dans l'armée israélienne, il y a des officiers Druzes, il y a des gens qui font une carrière d'officiers professionnels qui sont Druzes dans l'armée israélienne. Et il est probable que les Druzes de l'armée israélienne ont fait comprendre aux Druzes ont protégé ces gens-là pour qu'ils ne soient pas chassés par l'armée israélienne et leur ont expliqué qu'ils pouvaient rester. Donc il a resté quelques Druzes syriens, citoyens syriens sur le Golan, et puis les Israéliens vont créer des implantations civiles, pas assez vite ensuite dans cette région. Voilà, ça c'est la géographie des territoires occupés telle qu'elle va rester jusqu'en 1973. Après 1973, ça va commencer à être modifié. Nous y reviendrons. L'occupation des territoires en Israël provoque dans la population israélienne un débat. Il y a les gens qui pensent que ces territoires ont été utilisés par les voisins, les Égyptiens, les Jordaniens et les Syriens, pour menacer Israël, et que donc pour la sécurité d'Israël, il est nécessaire de rester là. Et puis il y a un petit peu l'idée venue des châteaux forts du Moyen Âge, pas que le canal de Suez, c'est un fossé avec de l'eau et que donc c'est difficile à traverser, ce qui n'est pas entièrement faux pour le canal de Suez, que le Jourdain, là aussi, c'est difficile à traverser, ce qui est beaucoup moins vrai dans le cas du Jourdain, mais que tout d'un coup, Israël se retrouve avec des frontières naturelles claires, pas sur le terrain, et que pour la sécurité du pays, c'est mieux. Ce qui est partiellement vrai, nous verrons que c'est une idée qui est contestable aussi. À cet argument, qui est l'argument pour le maintien dans les territoires occupés, il y a un argument contre, qui est l'argument qu'on appelle l'argument démographique en Israël à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'Arabes sur ce territoire. Aujourd'hui, dans le territoire contrôlé par l'armée israélienne, les Arabes sont à peu près aussi nombreux que les Juifs au total, et que donc, si on reste là indéfiniment, à un moment ou à un autre, on va cesser d'être un État juif.
Il y a un problème de la population présente sur ce territoire. Et puis il y a un troisième argument, disons, plus intermédiaire entre les deux autres, qui est de dire non, il faut garder les territoires qui sont une monnaie d'échange. Le jour où les États arabes voudront faire la paix avec Israël, on aura quelque chose à leur donner. C'est de leur rendre les territoires en question. Et cet argument, il va fonctionner, nous le savons, dans le cas de l'Égypte. L'Égypte va accepter, 10 ans après la guerre de 1967, de faire la paix avec Israël pour récupérer le Sinaï, le territoire égyptien occupé par l'armée israélienne en 1967. Mais ça va prendre du temps et ça ne va pas marcher comme ça pour les autres. Ça ne va pas marcher comme ça, ni avec la Syrie, ni avec la Jordanie. Bien évidemment, les Israéliens qui prévoient ou pourraient accepter que ces territoires soient évacués s'ils obtiennent en contrepartie des vrais traités de paix et de vraies garanties qui ne seront pas attaqués de nouveau. Je pense qu'une majorité d'Israéliens à ce moment-là auraient accepté cet argument. Évidemment, dans leur esprit, ça ne concerne pas Jérusalem-Est, pas que la conquête de Jérusalem-Est en 1967, comme je vous le disais à la fin de la leçon précédente. C'est ce qui rend le problème tellement difficile à régler pour l'avenir. C'est le point le plus difficile du conflit. Tout le reste, à la rigueur, pour la Cisjordanie, c'est plus difficile que le Sinaï, mais la ville de Jérusalem, ça c'est ce qu'il y a la partie est de la ville de Jérusalem, qui était jordanienne avant 1967, et où se trouve le mur des lamentations des Juifs, les mosquées des musulmans, et puis les lieux saints des chrétiens, enfin, la ville qui pose les problèmes symboliques les plus graves, les plus sérieux. Elle était jordanienne avant 1967, elle est occupée par les Israéliens. Et décider les Israéliens à accepter le retrait de Jérusalem, c'est extrêmement improbable. D'ailleurs, Jérusalem est annexée par la loi israélienne quelques jours après la fin des combats en 1967. Les autres territoires ne sont pas annexés, il reste des territoires occupés. Il y aura des polémiques là-dessus, mais plus tard en Israël, Jérusalem est annexée dès le milieu de l'année 1967. Dans les territoires occupés, notamment en Cisjordanie, ça va se passer plus difficilement à Gaza, en Cisjordanie, le rôle du ministre de la Défense, Dayan, va être très important. Je vous ai dit, Dayan, il est devenu ministre de la Défense à la veille de la guerre. Il a très peu de rôle, ni dans l'organisation de l'armée israélienne, ni dans la conduite des opérations militaires. Il va avoir un rôle énorme dans l'administration des territoires occupés. Ce sont des territoires occupés par l'armée, donc c'est le ministère de la Défense qui va développer toute une administration pour gérer les problèmes des territoires occupés. Il continue à y avoir des municipalités arabes, il continue à y avoir, qui avaient été mises là selon les lois jordaniennes, qui vont continuer à fonctionner selon les lois jordaniennes. Mais il y a quand même beaucoup de décisions administratives concernant ces territoires qui doivent être prises par l'autorité militaire d'occupation et donc par des gens qui deviennent les administrateurs de ces territoires et qui travaillent dans le ministère de la Défense. Et là, le ministre de la Défense a un rôle énorme et il va avoir une politique assez intelligente qui consiste à penser qu'il ne faut pas embêter trop les habitants des territoires. Il va bien sûr y avoir de la répression contre les gens qui essaient de faire de la résistance. Il n'y en a pas beaucoup en Cisjordanie, il y en a davantage à Gaza, et Gaza est plus isolé. Les choses à Gaza se sont toujours passées plus mal qu'en Cisjordanie. Mais dans le cas de la Cisjordanie, Dayan va insister pour que on puisse circuler presque librement entre la Cisjordanie et Israël proprement dit. Les Israéliens qui veulent se rendre en Cisjordanie, ils peuvent. Les Palestiniens
qui sont en Cisjordanie, qui veulent aller en Israël, ils peuvent travailler en Israël, ils ne peuvent pas rester passer la nuit. Ils peuvent travailler en Israël, ils peuvent même, s'ils veulent, aller au bord de la Méditerranée. Si on a une voiture, qu'on habite à Naplouse, c'est pas difficile. D'aller se baigner dans la Méditerranée un après-midi, et puis de revenir chez soi le soir. Tout ça est permis. Je suis allé en Israël et en Cisjordanie en 1972 et on circulait très librement. Ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Pas la situation actuelle et les possibilités de circulation avec des murs, des contrôles, etc. La situation en Cisjordanie est devenue extrêmement difficile et je pense insupportable pour la population. Je reviendrai là-dessus plus tard dans ce cours. Mais au départ, ça semblait vraiment très relax. Et Dayan va contre beaucoup d'autres dirigeants israéliens qui sont beaucoup plus méfiants vis-à-vis des risques que représente cette population arabe en Cisjordanie. Dayan va insister pour que la circulation reste possible entre les deux parties de la Jordanie. Le commerce sur le Jourdain, les échanges continuent à se faire sur le Jourdain. Bien sûr, on contrôle très soigneusement la cargaison des camions pour savoir qu'il n'y a pas d'armes dedans, etc. Il y a un contrôle sérieux, mais il n'y a pas d'interdiction de commerce entre la Jordanie et la Cisjordanie. Ça va avoir une conséquence assez paradoxale, c'est que au début, dans les premières années de l'occupation de la Cisjordanie par les Israéliens, ça va créer une situation économique assez favorable dans les territoires occupés, parce que beaucoup de Palestiniens trouvent des débouchés dans l'économie israélienne. Beaucoup de gens vont pouvoir aller travailler en Israël, on a du boulot pour eux. La possibilité de faire des échanges avec la Jordanie et par là avec tout le reste du monde arabe continue. Il y a même des trafics clandestins entre Israël proprement dit et les pays arabes qui se font en passant par là. Et beaucoup de Palestiniens qui vont trouver des débouchés dans l'économie israélienne. La Cisjordanie qui était finalement très enclavé, un territoire avec très peu de moyens de faire des échanges avec le reste du monde. Quand c'était jordanien, on pouvait le faire, mais c'était difficile. Ça devient beaucoup plus facile. Je me souviens, cet universitaire israélien en 1972 qui m'a dit « On ne trouve plus un plombier en Israël ». Parce qu'il y a d'excellents plombiers dans la population arabe en Cisjordanie, et quand on a un problème chez soi, on fait appel à un petit entrepreneur de Bethléem ou de Ramallah qui vient avec un petit camion et 2 employés pour faire les travaux dans la maison, qui repart le soir, et ils sont très compétents, ils font ça très bien, ils coûtent moins cher que les Israéliens, et il n'y a plus de plombiers israéliens, il n'y a plus de couvreurs israéliens, il y a toute une série d'emplois là qui ont disparu dans la population israélienne parce que les habitants de la Cisjordanie sont bien mieux, n'est-ce pas, pour faire ce genre de travail. Voilà, ça c'est l'occupation israélienne au début. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de répression, mais il y en a peu. Il y a une répression qui est faite de façon à embêter le moins possible l'ensemble de la population. Et ça, c'est vraiment la décision de Dayan, je veux dire le mérite de Dayan. Là, cet homme a fait preuve d'imagination et d'intelligence. En même temps, en politique, rien n'est parfait, n'est-ce pas? Tout ce qui est bien d'un certain point de vue a des inconvénients d'un autre point de vue. La réussite de Dayan dans l'administration peu violente de la Cisjordanie, ça a eu pour conséquence de faire croire à beaucoup d'Israéliens que cette situation d'occupation, elle pouvait durer très très longtemps sans poser de problème politique. Et cette croyance va être un problème politique pour la poursuite du conflit. J'aurai l'occasion d'y revenir. Quelle est la situation? Oui, non, une dernière chose sur la politique israélienne. Le Premier ministre Eshkol meurt en février 1969. Il est remplacé à la tête du gouvernement par une vieille dame qui s'appelle Golda Meir, qui a été une des dirigeantes historiques du Parti travailliste déjà avant la Deuxième Guerre mondiale.
et qui a été ministre des Affaires étrangères à un certain moment après l'indépendance de l'État, et qui devient donc chef du gouvernement en 1969. Un chef de gouvernement qui va avoir une certaine importance, j'aurai l'occasion d'y revenir, elle va le rester jusqu'au début de 1974. Quelle est la situation dans les États arabes? La défaite des Arabes en 1967 est un drame pour eux, mais ça n'a pas eu seulement des effets négatifs, et ça va avoir un effet positif très remarquable, c'est de diminuer beaucoup les conflits entre eux. Avant 1967, le monde arabe était très profondément divisé entre l'Égypte et les partisans de l'Égypte, l'Arabie saoudite et les partisans de l'Arabie saoudite dans le monde arabe, à cause de la guerre du Yémen. C'est fini. Les pays producteurs de pétrole vont accepter de financer assez généreusement l'Égypte, la Jordanie et la Syrie pour leur permettre de réparer les pertes de la guerre, notamment, l'Égypte a perdu le canal de Suez. Le canal de Suez est fermé à la suite des opérations militaires et va le rester jusqu'en 1976. Donc c'est une source de revenus importante pour l'Égypte, et l'Égypte est compensée par l'Arabie saoudite et les autres pays arabes producteurs de pétrole qui acceptent d'apporter une aide financière importante aux pays qui ont perdu des ressources économiques à cause de la guerre, qui doivent renouveler leur armement, etc. Donc ensuite, la guerre du Yémen, qui était le problème le plus grave du monde arabe entre 1962 et 1967, qui était la cause première des divisions entre les pays arabes. La guerre du Yémen prend fin. L'armée égyptienne n'est évidemment pas capable de laisser des troupes au Yémen. Les derniers soldats égyptiens qui étaient au Yémen reviennent après la défaite de 1967. Et les républicains yéménites vont se débarrasser de ceux de leurs dirigeants qui étaient les plus pro-égyptiens pour faire une république yéménite beaucoup plus indépendante de l'Égypte et donc acceptable pour l'Arabie saoudite. Ils vont parler avec les dirigeants saoudiens qui vont cesser de soutenir les maquis royalistes qui combattaient la république yéménite, et donc la république yéménite est stabilisée. Elle sera redéstabilisée ensuite. Le Yémen a une histoire très compliquée, mais en 1969, le Yémen, qui était en guerre de 1962 à 1967, le Yémen se retrouve en paix avec un gouvernement républicain qui a cessé d'avoir des conflits avec ses voisins. Donc il y a des progrès politiques qui résultent de la défaite de 1967. La position des États arabes sur le conflit avec Israël va être une position d'immobilisme, au moins au départ. La logique, je crois, des dirigeants égyptiens ou des dirigeants jordaniens, surtout les dirigeants jordaniens, qui ont de très bonnes relations avec la Grande-Bretagne et avec les États-Unis, ils vont penser qu'il va y avoir des pressions diplomatiques sur Israël pour qu'Israël soit obligé de se retirer des territoires occupés. Et que donc on n'a pas besoin de discuter directement avec les Israéliens pour obtenir cela. Les grands frères ailleurs vont s'en occuper. Certainement, le roi de Jordanie a pensé cela et ses collaborateurs. Très probablement, les dirigeants égyptiens ont dû avoir la même idée. Après tout, en 1957, ce sont les pressions américaines sur Israël qui ont obligé Israël à évacuer le Sinaï et Gaza. Et ça pourrait se reproduire. Alors, nous savons que ça ne se reproduira pas. Ça ne se reproduira pas parce que les Israéliens ont un peu l'expérience que
On a accepté de se retirer une fois en 57, puis on a accepté des casques bleus pour garantir la sécurité à la frontière, et puis les casques bleus ont été retirés quand l'Égypte l'a demandé. La prochaine fois, on va vouloir des garanties beaucoup plus sérieuses. Et une des garanties sérieuses serait que des gouvernements arabes acceptent de négocier directement avec nous. Et ça, c'est ce que les gouvernements arabes continuent à refuser. À Khartoum, la capitale du Soudan, une réunion des chefs d'État arabes a lieu du 28 août au 1er septembre 1967 et est adoptée à Khartoum la décision de ce qu'on a appelé les 3 non de Khartoum, non, N-O-N. Non à la reconnaissance d'Israël, non à la négociation avec Israël et non à la paix ou à la fin de l'état de guerre avec Israël. On reste au même point qu'avant la guerre de 67 face aux Israéliens. En novembre 1967, le Conseil de sécurité adopte une résolution dite 242, concernant le conflit israélo-arabe. Cette résolution 242 va être ensuite répétée ou invoquée très 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 souvent par énormément de gens dans tous les contextes de négociation ou de tentatives de négociation qui auront lieu ensuite. Cette résolution 242, elle est volontairement ambiguë. Elle parle de la nécessité d'évacuer les territoires occupés lors du récent conflit et le droit de tous les États de la région de vivre avec des frontières sûres et reconnues. Alors, ça pose 2 problèmes. Un problème de chronologie, c'est-à-dire est-ce que la reconnaissance par les États arabes d'Israël, ça doit précéder le retrait des territoires occupés, ou est-ce que ça viendra après le retrait des territoires occupés? Est-ce que le retrait des territoires occupés, c'est un préalable aux frontières sûres et reconnues, ou est-ce que la reconnaissance des frontières doit venir avant le retrait des territoires occupés? Dans certains de ses discours, Nasser tient un discours ambigu ou hypocrite, on peut dire ça comme on veut. Il dit la résolution 242, ça dit que tous les États de la région ont le droit de vivre dans des frontières sûres et reconnues, mais un État, pour être un État, doit être un État légitime. Israël n'est pas un État légitime puisque c'est un État qui a été créé par l'agression en 1948. Donc, le droit de tous les États de la région à vivre dans des frontières sûres et reconnues, ça ne s'applique pas à Israël. Bon, si on interprète la résolution 242 comme ça, évidemment, elle ne peut conduire nulle part. Un autre aspect qui a suscité des polémiques incroyables à propos de la résolution 242, c'est que le texte français et le texte anglais, le français et l'anglais sont 2 des langues officielles de l'ONU, donc le texte français n'est pas la traduction du texte anglais, c'est un texte juridique qui a valeur en lui-même. Et le texte anglais dit que il doit y avoir un retrait from territories, ce qui peut se traduire des territoires ou de territoires occupés lors du récent conflit. Et le texte français dit que les Israéliens doivent se retirer des territoires, ce qui semble vouloir dire tous les territoires. Mais le texte anglais peut vouloir dire seulement une partie des territoires, pas tous. Et on peut discuter pour savoir desquels on doit se retirer ou pas. Et il y aura des dirigeants israéliens après 1979, après le traité de paix avec l'Égypte, qui vont dire on s'est retiré de certains territoires occupés, le Sinaï, et donc la résolution 242, on l'a respectée, on n'avait pas l'obligation de se retirer de tous les territoires. Bon, ces discussions, elles ont occupé une place considérable dans les propagandes et dans les négociations dans la période suivante.
la résolution 242, au total, n'a jamais servi à rien. Nous verrons que quand il y aura des progrès diplomatiques pour régler ce conflit, et il y en aura un peu, ces progrès seront faits en dehors de la résolution 242 et sans se préoccuper de suivre les recommandations de la résolution 242. Quelles sont les positions des puissances extérieures face au conflit? Alors, il faut d'abord parler de la position de la France, parce qu'elle est la position de la France va cesser d'être importante après 67 sur ce conflit, mais elle l'est encore en 1967. En 1967, pendant la crise qui précède la guerre, le président en France, c'est De Gaulle à ce moment-là, et De Gaulle fait des déclarations disant que le premier pays qui engagera les hostilités n'aura pas le soutien de la France. Et De Gaulle déclare un embargo sur toutes les livraisons d'armes françaises envers les pays du champ de bataille. Les pays du champ de bataille, ça veut dire Israël et tous les pays voisins. Égypte, Jordanie, Syrie, Liban. Alors en fait, il y a peut-être un tout petit peu de livraison d'armes françaises au Liban avant 1967, mais vraiment pas grand-chose. Et de toute façon, l'armée libanaise est complètement minuscule. Et il n'y a pas de livraison d'armes du tout de la France, ni à l'Égypte, ni à la Jordanie, ni à la Syrie. Le pays qui est très dépendant des livraisons d'armes françaises, c'est Israël. Donc vous avez là un embargo sur les armes qui, dans sa formulation, est impartial, n'est-ce pas, vise tout le monde, et qui en fait n'a de conséquences que pour les Israéliens. Les Israéliens vont être extrêmement mécontents envers la France et envers le gouvernement français. Je suis allé en Israël en 1972, je vous l'ai dit tout à l'heure, et les Français avaient vraiment très mauvaise presse. Bon, on m'en a pas voulu à moi, mais on m'a dit du mal de la politique du gouvernement français et du ressentiment des Israéliens avec l'idée d'avoir été complètement abandonnés par les Français avec cet embargo sur les armes qui en fait n'avait de conséquences que pour Israël, parce que toute l'aviation israélienne avait un équipement qui était français. En fait, il semble bien que en 1967, les Israéliens, à la veille de la guerre, même après la proclamation de l'embargo, ont continué à recevoir des pièces détachées ou à recevoir des missiles tirés par les avions, des missiles air-sol ou air-air, qui étaient livrés par la France. Qu'il y a eu un trafic clandestin, que le gouvernement français a fermé les yeux sur ces livraisons d'armes de dernière minute, mais l'embargo sur les livraisons d'armes va durer des années ensuite et va être une des sources de contestation entre Israël et les Français, va permettre à la France d'avoir de bien meilleures relations avec les pays arabes. La France devient le pays européen avec lequel certains pays arabes pensent qu'ils peuvent avoir de bonnes relations. L'influence de la France sur le conflit lui-même, le conflit israélo-palestinien ou le conflit israélo-arabe, cette influence va être très faible à cause du ressentiment des Israéliens et des dirigeants israéliens face à la France dans cette affaire. Et l'embargo sur les armes des Français va avoir pour conséquence d'augmenter beaucoup la dépendance d'Israël envers les États-Unis. Les livraisons d'armes américaines deviennent la seule solution pour Israël, notamment des pays dans le monde qui fabriquent des avions de combat supersoniques, des avions de combat de pointe. Il n'y en a que 4, je pense, à ce moment-là, qui sont l'Union soviétique. Pas question pour les Israéliens d'acheter des armes en Union soviétique, c'est les Égyptiens et les Syriens qui achètent leurs armes en Union soviétique. Il y a la Suède qui refuse de vendre des avions aux pays qui ont des conflits. Il y a la Grande-Bretagne qui ne fabrique à ce moment-là aucun avion qui pourrait être utilisable par l'armée israélienne. Il y a les Français et il y a les Américains. Et si les Français refusent de vendre des armes,
c'est les Américains qui vont devenir le principal fournisseur d'armes d'Israël, qui vont en fournir beaucoup et avec des facilités de financement extrêmement généreuses que la France n'était pas capable de fournir aux Israéliens dans la période précédente. Donc, évidemment, la guerre de 1967 devait augmenter les liens entre Israël et les États-Unis. L'embargo français a renforcé ce phénomène, ou accéléré ce phénomène. Ce phénomène de soutien des États-Unis à Israël, il va être facilité aussi par le soutien des Juifs américains envers Israël. Ce soutien, bon, il a toujours existé, mais il y a toujours eu aussi des Juifs américains qui n'étaient pas sionistes du tout, qui ne comprenaient pas bien pourquoi les Juifs aux États-Unis devraient soutenir absolument cet État d'Israël où ils n'ont pas du tout envie d'aller vivre. La guerre de 1967 va amplifier le soutien de la communauté juive américaine et peut-être des communautés juives dans d'autres pays, mais c'est aux États-Unis qu'elle est la plus importante et qu'elle va avoir le plus d'influence envers Israël, à cause de le caractère intense de la crise de 1967, la peur réelle de destruction de l'État d'Israël qu'énormément de gens ont ressenti avant la guerre de 1967. Il se trompait, il sous-estimait beaucoup l'armée israélienne et il surestimait beaucoup les armées arabes. Mais la propagande arabe et l'apparence de désarroi ou d'hésitation de la politique israélienne, notamment de Eshkol, le Premier ministre, dans les semaines qui précèdent la guerre, et la propagande israélienne sur la menace arabe et on est menacé de destruction. Bien sûr, il y a eu une propagande aussi là-dedans, mais cette propagande, elle n'était pas sans rapport avec la réalité telle qu'elle a été perçue. Et les déclarations des dirigeants arabes avant la guerre de 1967 alimentaient la propagande israélienne sur la menace arabe de façon extraordinaire. Donc il y a eu vraiment, chez énormément de gens, la croyance qu'Israël pouvait être détruit et de la peur chez les Juifs ou chez les gens qui, sans être Juifs, étaient des sympathisants de l'État d'Israël et la rapidité de la victoire israélienne, le soulagement extraordinaire, la libération des lieux saints de Jérusalem par l'armée israélienne, etc. Vous avez le passage, n'est-ce pas, d'une situation en quelques jours, d'une situation de dépression à une situation de soulagement et de triomphe. Tout d'un coup, tous ces Juifs américains, beaucoup d'entre eux étaient déjà des militants pour défendre l'État d'Israël et l'aide à l'État d'Israël, mais beaucoup d'entre eux ne l'étaient pas, et tout d'un coup ils le deviennent. C'est-à-dire que les Juifs américains sont fiers de la victoire des Israéliens, et peut-être beaucoup d'Américains non-juifs aussi. Il faut se replacer dans le contexte de 1967. En 1967, les États-Unis sont engagés dans une guerre au Vietnam, dans laquelle eux-mêmes et leurs alliés sud-vietnamiens ne sont pas capables de gagner une guerre contre des combattants nord-vietnamiens ou communistes sud-vietnamiens qui sont armés par l'Union soviétique. C'est très démoralisant pour les États-Unis. Et puis tout d'un coup, il y a des pays armés par l'Union soviétique au Moyen-Orient qui sont battus tellement facilement par l'armée israélienne. Alors c'est vrai que cette armée israélienne, son équipement n'est pas de l'armement américain à ce moment-là, c'est de l'armement français ou britannique, comme je vous l'ai déjà dit. Mais bon, ce sont des Occidentaux, c'est une défaite symbolique pour l'URSS. Et ça, c'est satisfaisant pour les États-Unis. Donc il va y avoir un soutien par des livraisons d'armement très importantes et un soutien par une aide financière de l'État américain à Israël, soutien financier qui devient beaucoup plus important que dans la période précédente. Et tout ceci s'accompagne d'un changement culturel dans le monde occidental qu'il faut que je
qu'il faut que je mentionne rapidement parce que c'est quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose qui a eu une influence importante et qu'il faut comprendre pour ne pas être trop victime des propagandes, pas de part et d'autre. Avant 1967, Israël, la propagande israélienne, c'était la propagande du petit État démocratique qui est menacé par ses voisins. Le petit État menacé, l'image disparaît un peu avec la facilité de la victoire israélienne de 1967. Et les Israéliens se retrouvent en position d'oppresseurs des Palestiniens. Dans beaucoup de milieux en Europe qui étaient complètement pro-israéliens avant la guerre de 1967, parce que dans les milieux de gauche européens, on défend les faibles, on défend ceux qui sont menacés, et ceux qui avaient l'air faibles, qui avaient l'air menacés, c'était les Israéliens avant 1967. Après 1967, ceux qui sont faibles et menacés, ce sont les Palestiniens. Et l'État d'Israël apparaît tout d'un coup comme un État assez fort et oppresseur de populations dans les territoires occupés. Ça a joué beaucoup en Europe. Ça a probablement moins joué aux États-Unis. Au Canada, je ne sais pas, je n'étais pas au Canada à ce moment-là. La position au Canada face au conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien me semble toujours plus proche de celle de l'Europe que de celle des États-Unis. Mais je n'en suis pas sûr. Ce changement de position morale ou idéologique d'Israël dans les opinions publiques dans les pays occidentaux s'accompagne de la transformation de l'attitude vis-à-vis de l'histoire juive. L'idée que l'Holocauste, qu'on commence à appeler l'Holocauste dans les années 60 pour parler du massacre des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 50, ça ne s'appelait pas comme ça, le mot n'était pas utilisé avec ce sens-là. Ce qu'on se met à appeler la Shoah, le mot est un mot hébreu, c'est la façon dont les Israéliens nomment cet événement, le massacre des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas depuis quand c'est utilisé en Israël, mais dans les pays occidentaux, ça n'est pas utilisé avant 1970, ça ne sera utilisé qu'ensuite. J'ai vu apparaître dans ma vie l'utilisation de ces mots, pas pour désigner cet événement. Non pas la découverte de l'événement. On savait très très bien dans les années 50 qu'il y avait eu des millions de Juifs massacrés sous l'occupation allemande en Europe. Ce n'était pas du tout un mystère. On n'appelait pas ça l'Holocauste, on n'appelait pas ça la Shoah. Les termes changent et il se met à y avoir une sorte de sacralisation rétrospective de l'événement. Ça a été lié à plusieurs choses. Ça a été lié au procès en Israël en 1963 d'un Allemand, Eichmann, qui était un des organisateurs du massacre des Juifs pendant la guerre et qui était réfugié en Argentine, qui est capturé par les services secrets israéliens, qui est ramené en Israël, qui est jugé à Jérusalem et condamné à mort et exécuté en Israël pour crimes contre l'humanité. Le procès à Eichmann va réactualiser, non pas faire découvrir ce qui s'était passé, mais réactualiser, pas dans les propagandes ou dans l'information dans les pays occidentaux. Ensuite, il y a eu en 1968 une résolution de l'ONU déclarant les crimes contre l'humanité imprescriptibles, qui est une résolution qui est adoptée à cause d'un problème qu'il y avait en Allemagne, où après 1965, il était possible, il aurait pu être possible, s'il n'y avait pas eu cette résolution, un certain nombre de décisions, que des criminels qui ont passé inaperçus depuis 1945 puissent se vanter de leurs exploits criminels pendant la guerre sans pouvoir être poursuivis juridiquement. La déclaration que c'était imprescriptible, qu'il ne peut pas y avoir de limite de temps à la possibilité de poursuivre les hommes qui ont été les responsables, les exécutants des massacres de populations civiles pendant des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, pas des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité pendant la deuxième guerre mondiale.
Et donc, les attitudes changent sur le souvenir du massacre des Juifs par Hitler, qui a été très peu utilisé comme argument politique ou comme argument de propagande, ni en 1947, au moment du plan de partage à l'ONU, ni au moment de la guerre de 1948, ni pour justifier le soutien à Israël. Avant 1967, Israël n'a pas besoin de cet argument pour justifier le soutien qu'il cherche à avoir dans les pays occidentaux. Ça va se développer après 1967. Le changement de position de l'État d'Israël en 1967 n'est pas forcément la seule explication de ce changement d'attitude dans les pays occidentaux. Mais c'est évidemment un élément de l'explication. Quelle est l'importance de cet événement? Elle est évidemment impossible à mesurer, pas comme tous les phénomènes de changement culturel ont des explications, mais le poids relatif des différents facteurs et tout, on n'a pas de test pour vérifier ce genre de choses. Il y a 2 livres fondamentaux sur ce sujet. Un livre d'un Américain, Peter Novick, The Holocaust in American Life, et le livre plus ancien d'un universitaire belge, Jean-Marie Chaumont, La concurrence des victimes. Je vous mets les références de ces 2 livres en note de bas d'écran. Si vous vous intéressez à cette question, pas de comprendre pourquoi le thème de la dénonciation rétrospective de l'Holocauste est quelque chose qui ne se développe pas immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui va se développer plus de 20 ans plus tard et qui devient beaucoup plus important à la fin du XXe siècle qu'au milieu du XXe siècle. Et pas du tout par ignorance, pas du tout parce qu'on ne savait pas qu'il y avait eu Auschwitz ou parce qu'on ne savait pas qu'il y avait eu des Juifs déportés. Ça, on le savait, mais la façon de formuler le fameux devoir de mémoire, pas par rapport à ces événements, que ça va changer, et le changement de situation politique d'Israël est au moins une part de l'explication de cela. Israël se met à avoir plus besoin du souvenir et de la commémoration du malheur des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale pour justifier ou pour s'excuser ou pour se protéger contre les accusations qui vont être faites pour sa propre politique après 1967. Bon, l'autre grande puissance qui a un engagement important dans cette affaire, c'est l'Union soviétique, qui est le seul fournisseur d'armes possible pour l'Égypte et la Syrie, qui ont besoin de se rééquiper entièrement, qui vont être rééquipés entièrement, et là aussi, les soviétiques vont livrer beaucoup plus de matériel que ce que possédaient ou ont perdu les Égyptiens ou les Syriens dans la guerre de 67, ce qui fait que 2 ans après la guerre, le niveau des armements est devenu beaucoup plus important dans la région. 2 commentaires sur ce point. Le premier, c'est que le conflit israélo-arabe est très avantageux pour l'URSS. C'est grâce à ce conflit que l'URSS peut avoir beaucoup d'influence dans les pays arabes. Et c'est vrai depuis 1955, pas depuis que l'Égypte, qui voulait acheter des armes aux États-Unis et ne pouvait pas le faire, se tourne vers l'Union soviétique. S'il y a un conflit entre Israël et les Arabes ont besoin d'armes. Les Arabes ne peuvent pas acheter des armes dans les pays occidentaux pour faire la guerre aux États-Unis, à Israël. La Jordanie peut acheter des armes en Occident, mais on lui en livre beaucoup moins parce que les pays occidentaux qui lui fournissent des armes, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, ne veulent pas que la Jordanie devienne à elle toute seule une menace importante pour Israël. Donc s'il y a un conflit, une menace de conflit entre Israël et les Arabes ont besoin de l'Union soviétique. C'est bon pour l'influence de l'Union soviétique dans la région. Ça ne veut pas dire que l'Union soviétique souhaite que ses alliés ou ses protégés dans la région gagnent la guerre.
Elle a besoin de la prolongation du conflit. Elle n'a pas besoin de la victoire de ses protégés. On va voir ça très clairement en 1973. Mais donc l'influence de l'Union soviétique augmente dans la région. C'est une perte de prestige parce que c'est du matériel soviétique qui a perdu la guerre en 1967. Mais c'est un avantage du point de vue de l'influence de l'Union soviétique dans la région. La Syrie ou l'Égypte vont se retrouver beaucoup plus dépendantes de l'Union soviétique qu'elles l'étaient avant la guerre. Elles l'étaient déjà un peu, elles le deviennent beaucoup plus. La deuxième chose, c'est que parce que l'Union soviétique s'engage beaucoup plus aux côtés de la Syrie et de l'Égypte, parce que les États-Unis, qui avaient toujours fait attention à s'engager le moins possible vis-à-vis d'Israël, vont s'engager à fond dans le soutien à Israël. Après 1967, ce conflit devient un des conflits les plus dangereux de la guerre froide. La guerre froide, je vous l'ai dit, en 1948, elle ne joue pas de rôle dans le conflit, la première guerre israélo-arabe. La guerre froide se met à jouer un rôle à partir de 1954 ou 1955, elle joue un rôle en 1956, mais ça reste un rôle assez mineur dans le développement du conflit. La guerre froide devient au contraire centrale dans le conflit après 1967. Elle ne va pas le rester très longtemps. Mais après 1967, très clairement, la guerre froide est très importante. Et le conflit devient très important pour la guerre froide et très dangereux. Il est probable que de 1967 à 1973, s'il y a eu un risque de guerre générale dans le monde, c'est là que se situait ce risque. C'est là que sont les Balkans de 1914. Les petits pays indépendants des grandes puissances, mais liés aux grandes puissances en même temps, et capables de prendre leurs propres décisions, et capables de prendre des initiatives qui déclenchent une crise qui pourrait déboucher en un affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ce risque, il n'a jamais été très grand, mais il est plus grand à cet endroit-là que n'importe où ailleurs dans le monde. La guerre du Vietnam, curieusement, n'a jamais représenté un risque d'affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS. La guerre de Corée non plus. Les Soviétiques ont fait attention à envoyer les Chinois quand il a fallu aider les Coréens, pas pour ne pas y aller eux-mêmes, pour aider les Nord-Coréens. Le conflit en Allemagne, au moment de la construction du mur de Berlin, il est dangereux, mais les deux grandes puissances sont face à face, elles contrôlent exactement la situation. Est-ce que la crise de Cuba a représenté un risque très grave de guerre entre les États-Unis et l'URSS? C'est possible, mais ça n'a pas duré longtemps. La crise de Cuba de 1962, je veux dire, pas du tout la situation à Cuba de façon permanente. Alors que la situation israélo-arabe et notamment israélo-égyptienne entre 1967 et 1973 va représenter un problème sérieux, un danger sérieux d'affrontement dans lequel les Américains ou les Soviétiques pourraient être entraînés. Et ça va se manifester dans ce qu'on a appelé la guerre d'usure à partir de 1968 ou 69. Bon, le terme est utilisé exactement à partir de 1969, mais en fait, c'était commencé avant. Alors, il y a deux théâtres. Bon, il y a un peu des tirs de canon sur la ligne de cessez-le-feu dans le Golan entre les Syriens et les Israéliens, mais ce n'est pas bien dangereux. Il y a des affrontements avec la Jordanie. Il y a eu en 1964 une organisation créée par la Ligue arabe qui s'appelle l'Organisation pour la libération de la Palestine. Cette organisation a été presque seulement un satellite de l'Égypte, manipulé par l'Égypte de Nasser, jusqu'à la guerre de 1967. Après la guerre de 1967, la défaite militaire des États arabes va permettre à l'OLP d'avoir, Organisation de libération de la Palestine, d'avoir plus d'autonomie. Et en 1969,
le chef du Fatah, je vous ai parlé un tout petit peu du rôle du Fatah en 1966 pour amorcer la crise entre Israël et la Syrie. Le leader du Fatah, qui s'appelle Yasser Arafat, devient le président de l'OLP. Et l'OLP cesse d'être purement et simplement un instrument de la politique des pays arabes pour devenir un centre de décision politique autonome. L'OLP va essayer d'organiser de la résistance dans les territoires occupés, elle n'y parvient très très peu. Ensuite, elle va organiser des infiltrations à partir de la Jordanie. Et il y a des combats assez sérieux, des gens qui s'infiltrent en traversant le Jourdain, qui font des opérations en Israël, des représailles israéliennes contre des camps du Fatah en Jordanie et même des positions de l'armée jordanienne sur la rive orientale du Jourdain. Et donc il y a des affrontements à cet endroit-là qui se développent progressivement à partir de 1967, qui deviennent assez graves en 1970. Et puis il y a des opérations entre Israël et l'Égypte sur le canal de Suez. Alors là, il y a des opérations de harcèlement qui commencent dès 1967. Vous avez des types qui tirent par-dessus le canal, vous avez des mortiers ou des canons, qui sont quelque chose de plus puissant que des mortiers, qui tirent d'un côté à l'autre du canal de Suez. À partir de 1969, et c'est là qu'on va parler de guerre d'usure, proprement dit, qu'on va utiliser cette expression, les affrontements deviennent quotidiens entre Égyptiens et Israéliens de chaque côté du canal. Les Égyptiens qui sont en train de se réarmer utilisent de plus en plus de canons pour bombarder les positions israéliennes de l'autre côté du canal. Les Israéliens se mettent à utiliser des avions. Les Américains leur ont livré des avions, des Phantom, qui sont beaucoup plus puissants que les Mirage des Français. Mais les Mirage, apparemment, c'est des très bons avions pour faire l'interception aérienne et pour aller mitrailler des hauts canons. Les avions sur les pistes en 1967, pas beaucoup d'avions égyptiens ont été détruits parce qu'ils ont reçu 2 ou 3 petits obus de 20 mm. Mais on ne peut pas faire décoller un avion de réaction qui a reçu 3 obus, qui ont fait des trous dans la carlingue. En 1969, les Israéliens ont des Phantom, qui sont des avions bimoteurs, qui peuvent emporter beaucoup plus de bombes, qui sont des avions beaucoup plus lourds et plus puissants que les avions qu'avaient les Israéliens en 1967. Et ils se mettent à faire des bombardements, non seulement contre les canons égyptiens qui sont le long du canal, mais ils font des bombardements. Il y a des usines dans la banlieue du Caire qui sont bombardées. Ça devient très, 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 très grave. La lutte entre les deux. Nasser demande aux Soviétiques de l'aider beaucoup plus sérieusement. Les Soviétiques vont lui livrer du matériel supplémentaire, ils vont même envoyer des pilotes soviétiques qui vont piloter des avions qui vont être abattus par les Israéliens, comme étaient abattus les avions pilotés par des Égyptiens. Ça va contribuer aux mauvaises relations entre les Égyptiens et les Soviétiques. Les Soviétiques étaient tout le temps en train de dire aux Égyptiens « vos pilotes sont nuls ». Les Égyptiens disaient « c'est vos avions qui sont moins bons que les avions livrés soit par les Français, soit par les Américains aux Israéliens ». Lorsque les Soviétiques envoient des pilotes, les pilotes soviétiques ne sont pas meilleurs que les pilotes égyptiens, où le matériel, les avions soviétiques restent moins bons et ils se font abattre par les Israéliens de la même façon. Ça se passe à l'été 1970, le risque là devient très grand qu'il y a un affrontement direct entre Israël et les Soviétiques et que de cet affrontement direct puisse déboucher un affrontement direct entre les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, la diplomatie américaine s'en mêle. Le secrétaire d'État américain de l'époque, qui s'appelle Rogers, c'est maintenant Nixon, qui est président des États-Unis. En 67, c'était Johnson, qui était président des États-Unis. Le secrétaire d'État Rogers obtient un cessez-le-feu le 7 août 1970 entre les Israéliens et les Égyptiens, cessez-le-feu qui doit être renouvelé
tous les 90 jours et qui le sera plusieurs fois ensuite. Presque en même temps a lieu en Jordanie la crise de septembre 1970. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'OLP qui s'était implanté en Jordanie, qui avait des bases militaires en Jordanie. Il y a énormément de Palestiniens en Jordanie. Il y a des camps de réfugiés palestiniens en Jordanie, de réfugiés de 1948, ou de réfugiés de 1948 qui ont fui en 67 de l'autre côté du Jourdain, qui ont été réinstallés dans des camps de réfugiés avec l'aide de l'ONU pour les ressources alimentaires, etc. Et ces camps de réfugiés qui deviennent des bases militaires pour l'OLP. L'OLP s'implante dans ces camps de réfugiés, les transforme en sorte de place forte. En septembre 1970, le roi Hussein et ses militaires décident que l'autonomie d'action de l'OLP sur le territoire est devenue très dangereuse et l'OLP offre une occasion à cela en faisant 3 détournements d'avions en Europe. 3 avions civils qui sont détournés par des pirates de l'air qui vont se poser sur un aérodrome militaire abandonné en Jordanie et qui présentent un certain nombre de revendications pour libérer leurs otages qui sont des passagers européens de lignes de transport européennes. L'armée jordanienne intervient contre les types qui avaient pris des avions en otage et contre les bases de l'OLP, notamment les bases de l'OLP dans les camps de réfugiés palestiniens. L'armée jordanienne va réprimer assez facilement l'OLP dans ces camps. On dit souvent ils ont chassé les Palestiniens de Jordanie, il ne faut pas exagérer, ils ont chassé les combattants de l'OLP de Jordanie. La moitié de la population de la Jordanie, c'est des Palestiniens, et les Palestiniens sont restés en Jordanie, mais ils sont restés en Jordanie maintenant sous contrôle de l'armée jordanienne. La Syrie au nord va être tentée d'intervenir dans la guerre civile, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une guerre civile, dans la guerre en Jordanie entre l'armée jordanienne, obéissant au gouvernement, et les combattants de l'OLP. Des forces blindées syriennes vont pénétrer en Jordanie et l'aviation jordanienne, qui ont des avions assez anciens, mais avec des pilotes tout à fait compétents dans leur cas, qui sont allés mitrailler les tanks en question avec des missiles anti-chars et ont bloqué l'avance de cette unité blindée syrienne. Les Israéliens, à ce moment-là, et parlant avec les Américains, qui préviennent les Syriens, qui parlent avec les Jordaniens, les Israéliens préviennent les Syriens que si l'aviation syrienne intervient, leur aviation va intervenir aussi. L'aviation jordanienne, elle est minuscule. Face à l'aviation syrienne, les Jordaniens n'ont aucune chance. Mais face à l'aviation israélienne, c'est les Syriens qui n'ont aucune chance. Le chef de l'aviation et le ministre de la Défense, à ce moment-là, en Syrie, c'est un certain Hafez el-Assad. À la suite de la crise jordanienne, les Syriens n'envoient pas leur aviation, retirent les troupes, l'armée qu'ils avaient tenté de faire pénétrer en Jordanie. L'armée jordanienne prend le contrôle de la situation pour l'essentiel et en novembre 1970, le ministre de la Défense, ancien chef de l'aviation, Hafez el-Assad, fait un coup d'État et devient président de la Syrie. Il le restera jusqu'à sa mort et c'est son fils aujourd'hui qui est président de la Syrie. Donc la Syrie, le plus instable des pays arabes jusqu'en 1970, va devenir remarquablement, peut-être il faudrait dire épouvantablement stable à partir de 1970, étant donné le caractère extrêmement oppressif mais compétent et prudent de ce président Assad, qui crée en Syrie une situation politique tout à fait
tout à fait différente de ce qu'avaient été les 20 années précédentes de l'histoire de la Syrie. Et dernier bouleversement du mois de septembre 1970, c'est la mort de Nasser, le 28 septembre. Nasser était en très mauvaise santé, il l'avait caché soigneusement. C'était un homme qui n'était pas vieux du tout, je pense, il n'avait pas 60 ans. Il faudra que je recalcule ça. Mais il était dans un état de santé très très mauvais. Quand il allait en Union soviétique pour négocier des achats d'armes, il se faisait soigner en même temps en Union soviétique, ce qui était pour cacher son état de santé aux Égyptiens. Parce que s'il s'était fait soigner dans un hôpital égyptien, ça se serait su. Ce qu'on sait aujourd'hui du caractère catastrophique de la médecine en Union soviétique, peut-être c'était pas une si bonne idée de se faire soigner en Union soviétique. Bref, Nasser meurt alors qu'on ne s'y attend pas. Le 28 septembre 70, c'est le vice-président Sadat qui, conformément aux règles, va devenir président en Égypte. À l'époque, on pense que ça ne va pas changer grand-chose. Nous verrons que ça va changer énormément de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent en septembre 70. Le cessez-le-feu sur le canal de Suez. Le canal de Suez devient stable. Le cessez-le-feu entre Israël et la Jordanie. Il n'y a plus d'attentats de l'OLP à partir de la Jordanie contre Israël. Il y aura le changement de pouvoir en Syrie, un pouvoir politique beaucoup plus stable en Syrie à partir de novembre 1970, et un nouveau pouvoir politique en Égypte dont on pense qu'il est faible et indécis et qui en réalité va se révéler capable de prendre des initiatives extrêmement importantes. En Israël, après 1970, la certitude que le statu quo peut durer très longtemps devient totale. Bon, il n'y a presque plus de menaces. Il continue à y avoir de temps en temps des canons syriens qui tirent sur le Golan. Il y a très peu de civils israéliens à ce moment-là. Les soldats israéliens ripostent eux aussi au canon et ça ne tue presque personne. C'est vraiment pas dangereux. Le front sur le Jourdain est devenu stable, alors qu'en 68, 69, 70, il était très instable. Le front sur le canal de Suez est devenu très stable aussi. Les Israéliens et leurs dirigeants pensent qu'ils sont dans une situation absolument extraordinaire qui peut durer très longtemps. Les États arabes ne veulent pas négocier, peu importe. On peut rester là où on est aussi longtemps qu'on veut. C'est l'état d'esprit en Israël après l'année 1970. Ça va rester l'état d'esprit jusqu'en 1973. Ça va changer très profondément ou assez profondément ensuite, essentiellement à cause des initiatives de ce président Sadat, arrivé au pouvoir en septembre 70, dont énormément de gens pensaient que c'était une espèce de nullité qui ne risquait pas de changer grand-chose à la situation politique et qui en réalité va se révéler un chef d'État imaginatif et original, capable de changer beaucoup de choses, ce dont je vous parlerai dans la prochaine leçon. Je vous remercie de votre attention.